Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Passe-moi le Big, le podcast du Business Innovation Center de Montpellier. Moi c'est Paul et tous les mois, je vais vous emmener dans les coulisses des startups et des entreprises innovantes, à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui vont me raconter leur aventure. Ils partageront avec moi leurs challenges, leurs difficultés, leurs plus gros défis, mais aussi les secrets qui ont fait décoller leur startup. Mon objectif ? Tordre le cou aux préjugés qui planent au-dessus de la Startup Nation et tenter de vous donner les principales clés pour réussir votre projet. Bonne écoute! On ne naît pas entrepreneur, je pense. Ça va être la licorne, si possible. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Dans le fond de ma tête, l'objectif c'était 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Passe-moi le bic. Dans les coulisses des startups. L'actu startup est souvent avide de ces entrepreneurs à succès qui lèvent plusieurs millions d'euros pour réaliser leurs rêves. Mais suffit-il vraiment d'un claquement de doigts pour séduire les investisseurs ? Est-ce une histoire de chance ou bien un véritable défi stratégique ? Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir 2 start-upers qui ont tous les deux réalisé de très belles levées de fonds. Pierre-Edouard d'abord, qui est le CEO de Magic Palette et qui vient juste de lever 2,5 millions d'euros auprès de VC. Aude ensuite, la cofondatrice de Coding Game, qui me racontera son expérience de la levée de fonds 5 ans après sa première expérience avec des business angels. Je te propose de découvrir leur histoire à travers ce témoignage croisé. Et on se retrouve à la fin de l'épisode pour répondre à quelques questions pratiques sur cette étape souvent si importante dans la vie d'une startup. Je m'appelle Pierre-Edouard et je suis le fondateur de Magic Palette. Alors moi, au départ, j'ai un cursus d'ingénieur en informatique et électronique. J'ai travaillé pendant 11 ans dans le groupe Bouygues. J'étais parti pour faire ma vie et ma carrière dans cette boîte, puisque généralement, quand on y rentre, on n'y sort pas. Tout allait bien. Jusqu'à ce que je rencontre une personne qui est mon beau-père, qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat en commençant finalement par me proposer de reprendre la direction générale de son entreprise de transport routier. Donc voilà, j'étais parti pendant 5 ans aux côtés de mon beau-père à digitaliser son entreprise, à développer son entreprise par le biais de la croissance interne mais aussi externe parce qu'on a racheté pas mal de petits transporteurs. Mais au passage, du coup, j'ai découvert une problématique qui m'a littéralement choqué, qui était le transport de palettes vides. Alors il faut savoir un truc, c'est que tous les transporteurs routiers du monde sont le plus souvent chargés de ramener les emballages vides, les palettes en l'occurrence, aux expéditeurs. Et ça génère des centaines de milliers, voire des millions de trajets en camion inutiles avec uniquement des palettes vides à l'intérieur. Moi, ça m'a littéralement choqué. De manière assez naturelle, je suis allé sur Internet et j'ai appelé des confrères transporteurs. Je leur ai dit, écoutez, chers confrères, j'ai un problème, je dois beaucoup de palettes à un client qui est juste à côté de chez vous. Est-ce que vous accepteriez de me dépanner des palettes ? Et est-ce qu'en contrepartie, vous n'auriez pas la même problématique miroir, là où moi, j'ai mes stocks de palettes plus naturellement, dans cette idée de faire un échange local, au lieu de chacun transporter des palettes sur des longues distances dans les camions. Et en fait, le jour même, l'après-midi même, du jour où j'ai commencé à passer mes premiers coups de fil, on a commencé à échanger des camions complets de palettes en local. Donc ça m'a donné une idée, ça a planté une graine, je pense, la graine de Magic Palette à ce moment-là, qui était de se dire tout simplement que sur une problématique de relocalisation d'emballages réutilisables, l'entraide, le collaboratif était la bonne solution. Donc j'ai pas tout de suite créé Magic Palette, j'ai surtout créé une mailing. Et cette mailing list a pris un petit peu plus d'ampleur que prévu et on était finalement trop nombreux. Ça ne marchait plus finalement, on ne savait plus qui répondait à qui posait telle question. Et là, je me suis dit, mince, il faut trouver une autre solution. Donc j'ai commencé à créer un algorithme, à créer une plateforme très Airbnb ou Blablacaresque dans le style, permettant à tous ces transporteurs finalement d'être mis automatiquement en relation en fonction de la localisation de leurs besoins de palettes et de leur stock de palettes. Et ce qui m'a vraiment mis sur les rails de la création de Magic Palette, c'est un salon. On m'a convaincu d'y participer, ça s'appelle le Supply Chain Event. J'avais quand même eu une initiative, c'est finalement j'avais vu qu'il y avait un concours des startups. Donc je m'y suis inscrit au dernier moment. J'ai pas eu grand visiteur, en revanche les membres du jury sont venus sur mon stand et m'ont écouté parler. Donc voilà, je m'attendais pas à grand chose. Et le dernier jour, je suis allé à la remise des prix et sans m'y attendre, j'ai été appelé sur scène, j'avais gagné le premier prix. Ça s'est passé toute fin 2018, donc j'ai créé une structure juridique, j'ai créé la première coquille juridique de Magic Palette, et puis c'était parti, quoi. Au tout départ, je voulais me débrouiller tout seul. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin en me disant, bah voilà, je vais trouver des financements tout seul, sans l'aide de personne.
La BPI nous a aidés au tout début. La région Occitanie nous a beaucoup aidés aussi avec différents dispositifs. Petite parenthèse, j'en profite pour dire à tous les entrepreneurs qu'on est vraiment aidés. C'est pas un mythe. N'ayez pas peur, vous serez accompagnés là-dessus. Et ensuite, assez vite, au fil de notre développement, on s'est rendu compte d'autre chose, c'est que on pouvait difficilement breveter quelque chose. Donc, on a abandonné cette piste et on s'est dit finalement que notre meilleure barrière à l'entrée serait la vitesse. Donc, c'est là que je me suis décidé à lancer une campagne de levée de fonds. Donc, ça me faisait un peu peur parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Dans la presse tellement indécente de jeunes startups levant des dizaines, centaines de millions à des stades finalement assez juniors. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce monde? Comment naviguer là-dedans? Donc, j'ai eu un peu peur au départ. Donc, c'est pour ça que je me suis fait accompagner. Dans l'idée, finalement, d'avoir quelqu'un qui savait. On a rencontré entre 30 et 40 VC en pleine période Covid. Il y a eu des gens qui nous ont dit oui jusqu'à la fin, qui nous ont dit non parce que Covid, parce que taille de marché insuffisante. Et d'autres qui, dès le début, nous ont suivis et qui ont été ceux, finalement, qui sont restés à la fin. Si je dois donner des conseils, le premier, c'est celui que je viens de vous dire, c'est de ne pas y aller seul. Ensuite, je pense que ce qui est important, c'est de bien calculer sa taille de marché, se poser ces bonnes questions. Modèle économique / taille de marché. Au début, chez Magic Palette, on s'est planté. Le modèle économique n'était pas suffisamment créateur de valeur. Du coup, les projections de marché potentiel étaient trop petites. Pour moi, elles étaient énormes. Mais finalement, pour des VC avec des ambitions internationales, c'était trop petit. Donc, en fait, je pense que j'ai cramé mes 10 premiers rendez-vous avec les VC avec une taille de marché qui était mal calculée. Ça, je pense, c'était le point de départ du véritable intérêt des VC. Donc, à partir de ce moment-là, on avait beaucoup plus d'attention et c'était beaucoup plus facile. Et c'est à ce moment-là qu'on a été au bout avec le premier. D'ailleurs, il en a fallu un au départ qui nous a fait une lettre d'intention pour que du coup les autres veuillent venir. Et en fait, c'est toujours ça, c'est avoir le premier qui est compliqué. Alors, ça ne veut pas dire aussi un autre piège, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le premier venu parce que ils sont tous différents. C'est comme des entreprises, c'est comme des gens. Il y en a qui vont avoir des pratiques intrusives et ça se sent assez vite, qui vont vraiment poser des questions de détail, pas forcément intéressantes ou en tout cas à valeur ajoutée sur le sujet. D'autres qui, à l'inverse, vont plutôt être dans le sens, dans l'utilité, dans le développement de la chose. Donc voilà, il faut faire attention aussi à la relation, à ces premières étapes de la relation, parce que si ça se passe mal à ce moment-là, ce n'est pas des bons indicateurs pour la suite. Donc ça, c'est important. Je m'appelle Aude Barral. Alors moi, je suis diplômée de sciences politiques et j'ai fait un master dans l'environnement. Je me destinais pas forcément à m'investir ni dans l'entrepreneuriat ni dans les nouvelles technologies. Avec mes deux associés, on s'est rencontrés à Oxford quand on était étudiants. Et quelques années plus tard, sous l'impulsion de Frédéric, qui avait une idée pour la création d'une entreprise, on s'est réunis tous les trois et c'est là que l'aventure Coding Game a commencé pour nous. Coding Game, c'est une plateforme gratuite, ouverte à tous les passionnés de programmation et qui leur permet à la fois d'améliorer leurs compétences à travers des jeux vidéo de programmation, mais qui leur permet aussi de trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences dans des entreprises qui recrutent des talents, et ce, quel que soit leur CV, leur diplôme ou leur parcours professionnel. Alors, dans notre parcours de financement chez Coding Game, on s'est lancé assez vite dans la recherche de fonds à travers un premier tour de table, une première levée de fonds auprès de Business Angels, et ce, à peine 6 mois après avoir déposé les statuts de notre entreprise. On était first-time entrepreneur, comme on dit, on n'avait pas d'expérience, mais on avait la chance d'être accompagné par le BIC de Montpellier Agglomération, Languedoc-Roussillon Incubation, sur ce parcours complexe qui est celui d'une levée de fonds. On a toujours tendance à en faire un peu trop. Quand on prépare une levée de fonds, on fait parfois un business plan de 50 pages, on fait un plan financier très serré, et finalement, ce qui permet quand même de convaincre, et en tout cas, ce qui fait passer le courant dans la rencontre avec des investisseurs, c'est avant tout la clarté de vision qu'on peut avoir sur son projet, sur son produit, et évidemment l'enthousiasme et la motivation qu'on va y mettre. Nous, on a abordé notre première levée de fonds avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, probablement un peu de naïveté aussi. En tous les cas, on a su contacter, et ça c'est très important, je pense, quand on se lance dans une première levée de fonds, les investisseurs qui font le plus de sens pour votre activité, ceux qui pourront plus tard vous accompagner avec pertinence, qui auront une vraie connaissance de vos problématiques métiers
de votre industrie. C'est un choix qui est fondamental. Et souvent, on a tendance un petit peu à aller fureter de partout quand on cherche les premiers fonds. On se dit ça va être au premier qui sera d'accord. En réalité, le choix doit être vraiment réfléchi. Il faut regarder quels sont les fonds avec lesquels on pourra avoir la meilleure adéquation, le meilleur fit, comme on dit, et qui seront susceptibles de nous apporter le plus de valeur ajoutée. Et il a été très important pour nous qu'on puisse trouver des investisseurs qui voient dans notre marché la pertinence du projet qu'on pouvait avoir. Donc on s'est adressé essentiellement à des groupes de business angels qui avaient une expérience de terrain dans la tech, qui étaient eux-mêmes d'anciens entrepreneurs, qui avaient eux-mêmes monté des entreprises dans les nouvelles technologies, dans le logiciel. C'était pour nous un premier pas très important qui nous a permis de pouvoir obtenir des contacts très intéressants dans des entreprises qui sont devenues nos premiers clients et souvent de grands groupes. Je crois que ça a été un des choix les plus importants. Alors, le fameux rendez-vous avec ce premier VC, ça s'est bien passé. Les gens ont vu que j'étais convaincu par ce que je leur racontais. Je pense que ça, c'est important et ils le mesurent. Effectivement, c'est pas des métriques, c'est pas là-dessus qu'ils vont faire des calculs de coefficients sur la rentabilité de leur investissement, mais ils regardent quand même l'énergie, la conviction, la force de conviction que la personne qui leur pitch a vraiment. Après, sur la documentation, alors faut avoir pareil un PowerPoint qu'on maîtrise, sachant qu'on ne dit pas la même chose à des VC, à des investisseurs, qu'à des clients ou à des fournisseurs ou à des collaborateurs. Voilà, non, ils veulent des métriques bien spécifiques qui rentrent dans leur grille d'analyse, leur grille d'évaluation du projet finalement qu'ils sont en train d'évaluer. Il faut que ce soit intelligible, il faut que le calcul soit simple et justifié. Si en plus il peut y avoir des sources sur les métriques qu'on utilise, c'est extrêmement important. Deuxième point, c'est l'envergure, l'ambition. Le fait que Magic Palette soit finalement adapté pour le monde, ne soit pas un produit français adapté à la France, mais plutôt soit un produit finalement qui aurait du sens et d'utilité au travers du monde, du coup les a beaucoup intéressés, parce que ça démultiplie les possibilités. Avoir aussi des premiers témoignages, moi je sais que ce qui nous a aidé, c'est que quand on s'est lancé auprès des VC, on avait déjà une communauté de clients assez fans de Magic Palette, et ils nous ont rédigé des témoignages assez incroyables, du coup que je ne me suis pas privé de mettre dans les slides. Le produit était réel, il servait déjà à quelque chose, et en plus, ça plaisait, et pas à n'importe qui, à des grosses boîtes. Donc ça nous a aidé. Allez chercher du témoignage, allez chercher des premiers retours clients ou utilisateurs si vous en avez. Je pense que ça peut donner du corps, de la solidité à votre dossier. Quand on s'est lancé dans notre deuxième levée de fonds, en 2015, c'était beaucoup plus droit au but. Mais on connaissait notre marché, on avait nos premiers clients, et on voulait accélérer. C'était des facteurs déterminants qui nous permettaient de nous présenter différemment en fait auprès des différents VC qu'on était allés voir. Donc cette fois-ci, on passait un peu dans la cour des grands, on allait chercher du capital risque. Et l'exercice n'est pas exactement le même. Il faut être bien préparé et donc il faut être aussi plus direct, je pense, dans sa façon d'aborder les relations et de savoir exactement où on veut aller, ce qui était notre cas. Quand on est entrepreneur et qu'on lance sa première start-up, évidemment, la levée de fonds, c'est la voie royale, c'est le parcours que tout le monde vise, c'est le sens de la réussite, j'ai envie de dire. Et finalement, avec un petit peu de recul, on se rend compte qu'il y a peut-être une pluralité de façons de développer une entreprise. Aujourd'hui, je dirais que ce qui est important, au-delà de se dire qu'on va avoir besoin de fonds, qu'on va avancer très très vite et qu'on veut développer son projet à grande envergure et rapidement, c'est de quelle manière est-ce qu'on a envie de développer son entreprise. Une levée de fonds, c'est un peu comme une analogie qu'utilisait Agora Pulse, que j'aime beaucoup, dans une présentation qu'ils avaient eu l'occasion de faire il y a quelques années. C'est s'engager sur la route à bord d'un dragster. Un dragster, c'est ces véhicules hyper rapides qui sont perfusés au kérosène et qui vont très très vite. Mais il va falloir tenir le cap très très bien et les sorties de route ne sont pas autorisées. Donc il faut se développer très vite, très rapidement. Et évidemment, les possibilités de crash, on se doute, sont nombreuses.
Et donc, en dehors de cette alternative-là, il y a d'autres voies aussi de développer son entreprise. Et peut-être qu'il est intéressant pour de jeunes entrepreneurs de au moins les évaluer et savoir qu'elles existent. Donc, la deuxième image qu'on peut utiliser, c'est celle du buggy. Donc, si on rentre pas dans le dragster qui va très très vite, on peut utiliser le buggy qui va être plus 4x4, plus tout-terrain. Et quelque part, ça, c'est l'image aussi d'une entreprise bootstrapped, comme on dit, c'est-à-dire financée dès le départ sur fonds propres sans lever de fonds. Ça peut avoir un intérêt qui est notamment celui de pouvoir aller se confronter à son marché plus vite. Quand on lève des fonds, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au moment où on fait rentrer des investisseurs à son capital, on ne sera plus le seul capitaine à bord. On va avoir une gouvernance qui va se monter et on va être aussi dans l'obligation, à plus ou moins court terme, de devoir envisager une exit pour sa boîte. Donc une voie de sortie qui va se matérialiser soit à travers une acquisition, soit à travers, pour les plus brillants, une belle introduction en bourse. Mais en tout cas, il faut que vos investisseurs qui vous font confiance et qui misent sur votre projet puissent à terme pouvoir envisager une sortie par rapport à l'investissement qu'ils ont fait. Les principaux pièges à éviter, je pense, dans une phase amont de levée de fonds, eh bien, c'est, je pense, de tout faire pour ça. C'est-à-dire de mettre tout le monde dans l'entreprise au service de cette levée de fonds et raisonner très court terme. Je pense que pour moi, c'est une erreur parce que c'est pas rendre service à l'entreprise. Alors, ça pourrait être un piège facile de se dire, bah voilà, je mets de côté tous les projets plutôt moyen, long terme, tous les choix qui vont nous faire bénéficier d'une croissance, mais pas immédiate. Et donc, je privilégie toutes les actions très court terme pour magnifier mes chiffres et pour aborder les VC avec les plus belles courbes possibles. C'est tout le vice de l'exercice, c'est que le court terme, c'est pas l'entreprise. Le court terme, pour moi, le court terme, c'est un ticket de loto, c'est aller au casino, mais c'est pas la vie d'une entreprise. On a quand même tendance à vouloir faire pour plaire. Ça nous arrive aussi, se dire, bah voilà, il y a un conseil d'administration qui arrive, faisons pour plaire, donc faisons ce choix-là qui générera du chiffre d'affaires le mois suivant ou dans 2 mois. Ouais, mais non, attends, parce que si on fait ça, du coup, on démobilise un tel sur ce projet, du coup, qui est structurant pour l'entreprise. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues. Y aller avec un état d'esprit plutôt ouvert, soit effectivement de se faire accompagner comme je l'ai fait, ou alors de lire beaucoup pour ne pas être surpris et découvrir les choses en direct. Donc voilà, ça va être un deuxième conseil. Faut pas se précipiter sur le sujet, il faut y aller au bon moment et pour les bonnes raisons. Une levée de fonds, c'est pas un impératif, c'est pas obligatoire. C'est vraiment lié à un modèle de développement. Nous, en fait, ça a été ce qui nous a motivés à y aller, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la vitesse serait notre principal critère différenciant et notre principale protection. Donc, il fallait aller vite. On n'avait pas le choix. Donc, il fallait des fonds. Il y a plein d'autres entreprises qui peuvent s'autofinancer davantage sur un développement peut-être plus lent, mais beaucoup plus sûr et linéaire que ce qu'on a pu faire nous. Donc voilà, il n'y a pas un modèle. Et je reviens sur le timing, juste, effectivement, il ne faut pas le faire trop tard non plus. Il ne faut pas être pris à la gorge par un manque de trésorerie qui nous ferait faire les mauvais choix, choisir les mauvais partenaires et mal négocier une valorisation d'entreprise. Ça, je pense que c'est un conseil qui, bon, voilà, vous le trouvez dans la top liste des conseils levés de fonds sur Google, mais c'est une réalité. Faut pas y aller, pour moi, quand on a les caisses vides, c'est déjà trop tard, quoi. Faire entrer des investisseurs et des administrateurs à son conseil, c'est effectivement accepter de recevoir des conseils, des remarques, des suggestions. Mais là aussi, c'est beaucoup lié aux personnes. Je vous parlais tout à l'heure d'intrusion. Il faut faire attention effectivement à ce que les investisseurs qui vont rejoindre l'aventure restent à leur place, ne soient pas trop intrusifs. Je pense que la confiance, elle est quand même essentielle. Le fondateur, ou du moins le dirigeant, n'est pas là par hasard. C'est lui qui incarne le mieux le projet, c'est lui qui pilote le mieux le projet. Pour moi, des bons VC doivent le respecter. Faites attention à qui vous faites confiance, qui vous laissez rentrer dans votre entreprise, parce que voilà, ça va devenir des partenaires et il faut bien s'entendre. Voilà. Alors, dans cette levée de fonds, il y avait une promesse, il y avait un projet. Je pense que c'est important de ne pas dissocier les deux. On lève des fonds parce que. Le premier point, c'était déjà nous structurer. Donc, d'abord la partie tech, le développement du produit, de ses fonctionnalités, mais aussi la partie vente, opération, marketing,
avant la levée de fonds, on était quand même en système D. Finalement, on avait beau avoir des étiquettes, des fonctions, on était tous un peu couteau suisse, à toucher un petit peu à tout, parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup, on était 4-5. Donc on touche nécessairement un peu à tout, mais ça permet d'essayer plein de choses, de garder ce qui marche, d'abandonner ce qui marche moins bien. Voilà, c'est important cette phase d'agilité, de chaos, je pense, au départ. Donc voilà, ça c'était les premières promesses. Également finir le produit, parce que quand on s'est lancé avec une primo-fonctionnalité qui était quelque part la téléportation de palettes, l'échange de palettes en circuit court, du coup on a beaucoup d'autres fonctionnalités en cours de développement et qui arrivent les unes après les autres, qui vont faire que Magic Palette va devenir l'outil 360 degrés de la gestion des emballages réutilisables. Dans cette idée d'apprendre, de créer des process, de créer finalement un mode opératoire nous permettant de faire un deuxième déploiement plutôt Big Bang cette fois-ci, et du coup appuyé par une seconde levée de fonds qu'on va préparer cette année. Dans le cycle de vie d'une startup, la levée de fonds, c'est l'effet de levier. C'est vraiment ce qui vous permet de commencer à investir, à vous développer, même si, quelque part, vous n'êtes pas rentable. Donc la relation avec vos investisseurs, elle va se construire au fil des années. Elle va se construire un petit peu au fur et à mesure. Et au début, vous allez tâtonner, surtout quand c'est une première expérience de création d'entreprise. Mener un conseil d'administration, c'est aussi un exercice de style. Il y a des codes, il y a des reporting à faire, il y a une précision dans la communication de l'information à acquérir. C'est quelque chose à quoi il faut se préparer aussi. Donc une gouvernance, c'est avant tout une relation de confiance avec vos investisseurs et elle va être d'autant plus qualitative que vous serez capable de mettre en place une communication la plus fréquente et la plus transparente possible. Donc avoir une vision claire et l'exprimer, quand bien même vous avez un pivot, par exemple, en tête, le plus important est d'être dans cette relation de confiance avec votre board et d'en parler, de proposer cette voie de développement qui n'avait peut-être pas été d'ailleurs prévue au budget, pourquoi pas. Mais en tous les cas, une bonne gouvernance, c'est une relation qui permet à l'entreprise de se développer de la manière la plus harmonieuse qui soit. Ça va demander quelque part de pouvoir se projeter année après année sur des plans de développement qui vont petit à petit vous emmener à vous dire que votre entreprise que vous avez créée, effectivement, qui est votre projet, va peut-être passer entre d'autres mains plus vite que ce que vous ne l'attendiez et que la gouvernance va en changer. Et ce détachement-là, c'est avec la maturité, je pense, qu'on l'acquiert et on part au départ de son projet, c'est le sien, et puis petit à petit, au fur et à mesure que de nouveaux actionnaires rejoignent l'aventure, on apprend à lâcher un petit peu du lest et à se dire que cette entreprise continuera, quoi qu'il en soit, sa vie, qu'on y soit ou qu'on n'y soit plus à partir d'un certain temps. Pour qu'un board se déroule bien, en fait, il faut idéalement avoir une vision nette et précise de ce que vous voulez faire pour votre entreprise, de ce que vous voulez mettre en œuvre en termes de croissance et de développement. Souvent, quand on est jeune entrepreneur, ou en tout cas quand on a un projet de start-up pour lequel il y a plusieurs voies de développement possibles, ça peut arriver parce que vous avez plusieurs marchés, vous pouvez avoir plusieurs verticales de produits, il y a souvent beaucoup de voies qui sont envisageables. Et c'est quand l'incertitude arrive que la gouvernance entre en compte, parce que finalement, vos investisseurs vont attendre de vous que vous sachiez bien où aller. Mais en tout cas, dans notre expérience personnelle, nous, on faisait partie de ces entreprises où il y avait une pluralité de chemins possibles, on avait beaucoup de potentiel et on voulait essayer de maximiser l'utilisation de ces potentiels. Et à un certain moment, on a peut-être été un peu dans l'indécision, où on s'est appuyé un peu trop sans doute sur la gouvernance, et ce qui va aider dans la fluidification de la relation avec vos investisseurs, c'est que clairement vous sachiez où vous voulez aller, parce qu'à partir du moment où la vision est claire dans votre tête, eux ils vous suivront. Un VC a pour moi deux objectifs. Il y a un premier objectif qui est plutôt direct finalement, c'est de faire fructifier l'argent des fournisseurs de fonds, des entreprises ou des entités en tout cas qui leur ont confié des fonds. Et deuxièmement, il y a aussi un aspect de développement. Je pense que c'est des acteurs du développement économique. En tout cas, les bons VC, c'est des gens qui vont avoir ce double objectif d'investissement judicieux d'un point de vue économique, d'un point de vue financier,
mais également qui vont être soucieux d'apporter quelque chose en plus à la société, à la planète, et ainsi vraiment laisser une trace et impacter grâce à ça. J'en ai croisé qui étaient éminemment et exclusivement financiers dans toutes leurs discussions. Combien, et d'autres qui étaient beaucoup plus mesurés. C'est quoi l'apport de votre projet ? Qu'est-ce que ça va apporter au tissu économique, local, régional, national, international ? Voilà, avec des vraies questions de profondeur sur le pourquoi. Et bien sûr qu'il y avait des questions sur le combien, et c'est normal, parce que rien ne se fait sans chiffres, mais voilà, c'était pour moi un meilleur équilibre. Et pour moi, c'est ça un bon VC. C'est quelqu'un qui va faire son métier je fais fructifier l'argent des entités qui m'en ont confié, mais aussi je vais apporter un plus à l'économie, un plus au monde dans lequel je vis. On avait la chance d'avoir des investisseurs qui étaient très enthousiastes par rapport au projet de Coding Game et qui envisageaient pour nous de très beaux développements, notamment outre-Atlantique. Et donc, on s'est lancé, on a été sur cette voie-là, peut-être avec justement un peu le manque de maturité et d'anticipation. Quand je parlais de vision tout à l'heure, c'était vraiment de se dire, on s'était pas forcément projeté, mais du coup, on y est allé. Et ça n'a pas été si évident sur le coup, mais cette toute première incursion aux États-Unis, on a eu l'occasion d'en faire d'autres plus tard, qui étaient plus réussies, a été assez compliquée. Et en tout cas, ça montre que il faut être très au clair avec ce qu'on veut faire et comment on se sent de le faire également. Et je pense que en tant qu'entrepreneur dans la gouvernance de votre startup, vous avez tout à fait votre mot à dire et pouvoir ajuster les développements ultérieurs en fonction de ça. Avec le recul, si on regarde le parcours de Coding Game et les levées de fonds qu'on a réussi à boucler assez tôt en fait dans la vie de notre entreprise, je dirais que ça a été une très bonne décision, notamment le premier tour de table qui est intervenu assez vite et qui nous a permis d'avoir les coups des franches pour amorcer un développement plus rapide avec ces premiers recrutements que j'évoquais et de pas être dans cet entre-deux un peu difficile avant de trouver ses premiers clients. Finalement, vos investisseurs vont vous aider à plusieurs niveaux, notamment au niveau du réseau de contacts. C'est également la possibilité d'avoir des contacts clés, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Et donc ça nous a vraiment ouvert des portes. Et finalement, l'étape qui suit pour Coding Game, c'est toujours de renforcer sa croissance, ses positions en termes de portefeuille de clientèle, en termes de marché extérieur. Et à terme, on l'espère, on vise également, comme beaucoup, une exit qui soit favorable pour nos actionnaires et pour nous, à travers, pourquoi pas, une acquisition par un acteur de notre industrie. Merci Aude, merci Pierre-Édouard d'avoir accepté de partager avec nous vos expériences de la levée de fonds. J'espère que ces témoignages vous permettront de bousculer certaines idées reçues qui entourent bien souvent cette période d'accélération. Alors pour terminer cet épisode, je suis à présent avec Cécile qui est chargée d'affaires au BIC de Montpellier. Bonjour Cécile. Écoute, j'aimerais vraiment savoir quels sont tes conseils pour choisir ces investisseurs et surtout comment construire une bonne relation avec ces nouveaux partenaires. Faire rentrer un investisseur au capital, au-delà du mot investisseur, c'est des personnes, il y a des gens derrière, c'est des sociétés qui ont des cultures, des valeurs. Les faire rentrer au capital et devenir des associés, ça a vraiment du sens. C'est-à-dire qu'on va devenir associés comme les associés fondateurs au démarrage. Il y a une relation qui va se construire, donc je pense que c'est très important et ils le perçoivent assez vite et on essaye de le transmettre qu'on s'entende bien avec le fonds d'investissement et les personnes du fonds d'investissement parce que derrière, les différents partenaires et investisseurs ne sont pas les mêmes. Et puis qu'on puisse se sentir tout à fait à l'aise, naturel. Il est important que le chef d'entreprise comprenne qu'il a le choix des investisseurs et qu'il doit choisir le fonds d'investissement avec lequel il veut travailler parce qu'il sera au conseil d'administration, il participera à toutes les décisions avec lui et il doit pouvoir lui faire part de ses doutes, de ses besoins, de ses angoisses sans se stresser sur un jugement potentiel d'attente chiffrée uniquement. Alors on le sait bien, il est parfois extrêmement difficile de trouver un premier investisseur. Alors j'ai envie de te demander quels sont tes conseils pour se préparer et ne pas céder à la tentation d'accepter n'importe quelle proposition. C'est sûr que c'est très tentant et c'est très compliqué, c'est toujours très flatteur aussi d'avoir le premier investisseur
qui commence à te montrer une marque d'intérêt et à te faire signer une LOI et un premier niveau d'engagement. Après, mon conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à parler avec des entrepreneurs qui ont ces investisseurs-là déjà au capital et de leur demander comment ça se passe, parce qu'entre des interviews, des infos sur le web et des idées qu'on peut avoir sur ce fonds et sur le portfolio qu'il a, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et aujourd'hui, c'est tout à fait faisable avec tous les réseaux qu'il y a, de discuter avec des autres entrepreneurs, savoir en vrai comment ça se passe avec lui. Comment tu vis les choses, comment il est. Et peut-être que du coup, ça peut refroidir vite fait, même si tu avais envie de dire oui au premier et qu'il te dit je regrette beaucoup qu'il soit venu, finalement j'aurais dû attendre un peu, c'était pas le moment, c'était pas la bonne personne. Après, c'est l'expérience de vie aussi, hein. On a le droit de se tromper, on a le droit de dire j'ai besoin de cet invest et même si je sais pas encore exactement comment ça va se passer, je prends le risque pour le déploiement de ma boîte de travailler avec lui et puis on fera des compromis peut-être et j'apprendrai. Alors pour terminer, Cécile, quelles sont selon toi les conséquences d'un mauvais choix d'investisseur lors d'une campagne de levée de fonds ? Alors, elles sont multiples. Il faut savoir qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, je le perçois à travers l'accompagnement des entrepreneurs que je fais. Bien sûr, et ce qui me relate, c'est que c'est très, très humain quand même. En fait, c'est important de se rendre compte que ça va impacter ton humeur, ta façon de vivre, etc., cette relation avec ces personnes qui sont derrière le fonds d'investissement, hommes ou femmes. Et si ça se passe pas bien, ça t'impacte négativement forcément. J'ai des exemples de boîtes, et c'est normal, il n'y a rien de dramatique à ça, qui se sont laissés emballer dans un process de levée de fonds, avec des fonds qu'ils n'ont pas choisis sur des montants pas nécessairement choisis non plus, c'est-à-dire le fonds veut mettre plus que ce que eux avaient envisagé sur le déploiement par rapport à leur niveau de maturité. Et ça devient vraiment très difficile rapidement parce que ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire que le chef d'entreprise et son équipe avaient une idée de la rentrée de cet investisseur au capital et l'investisseur, lui, ne fait pas attention à ça. Ou alors n'arrive pas à matcher au niveau de la culture de la boîte et de sa, je dirais, jeunesse. Et ça se passe pas bien et le tour ne marche pas. C'est-à-dire que l'accélération ne se fait pas et bien souvent, hélas, ça va jusqu'à la liquidation de la boîte. Sans compter le grand désarroi et le grand manque de confiance en soi que ça injecte dans l'équipe et dans l'entrepreneur à ce moment-là qui se sent extrêmement responsable de ça. Merci beaucoup Cécile pour tes nombreux conseils très concrets qui nous éclairent sur la réalité de la levée de fonds et l'importance de bien se préparer avant de se lancer dans cette voie souvent décrite comme la voie royale. J'espère en tout cas que tous ces témoignages vous aideront à y voir plus clair et à préparer votre future levée de fonds. Alors il est déjà temps de nous quitter, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire sur Apple Podcast et en partageant l'épisode autour de vous. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux du BIC de Montpellier et d'Entreprendre Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour le BIC de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.